Dans un livre récent, Laurent Laforgue a un diagnostic assez dramatique, voire tragique sur ce sujet, Samuel. Alors, le titre lui-même est tragique, hein. La débâcle de l'école, c'est un titre assez grave. C'est un ouvrage collectif sous la direction de Laurent Laforgue. Tous ont le même constat. Du primaire à l'université, il y a débâcle de l'école. Débâcle, c'est un mot fort. Pour qui a fait un petit peu d'histoire, pour qui a été à l'école, la débâcle, c'est un épisode particulièrement dur et triste de notre histoire. Je vous lis juste 2 phrases du préambule de cet ouvrage. Nous parlons de débâcle de l'école, car celle-ci se trouve aujourd'hui dans une situation qui présente d'étonnantes analogies avec celle de l'armée française en 1940. Ses conséquences pour notre pays promettent d'être aussi graves et destructrices, à moins qu'une prise de conscience collective ne conduise rapidement à un sursaut. Donc, diagnostic assez... Gilbert Sibieux, c'est votre diagnostic aussi, c'est votre constat? Oui, ce livre est le résultat, pour 95%, des communications qui ont été présentées en mai 2006, organisées par notre association, sur le thème « La finalité de l'école ». Laurent a repris ça, il l'a amélioré, et c'est un produit direct de notre action. Mais alors, une fois qu'on a dressé ce constat, ou qu'on l'a annoncé, en tout cas, quels sont les éléments qui ont mené là, et comment faire pour ne pas y rester? D'abord, il faut se demander pourquoi la situation a évolué aujourd'hui où elle se trouve. Je crois qu'il y a eu une évolution continue depuis les années 60, d'une façon continue et peu perceptible. C'est-à-dire que les choses ont évolué progressivement et de fil en aiguille, à partir de 68, il y a eu des rapports, le rapport Rouchette, d'autres rapports. Il y a eu, et surtout, il y a eu en 1989 la loi Jospin qui a été le dernier tournant de l'aggravation de la situation. Si on trouve que la situation est aggravée, je vais y revenir, et qui a créé notamment les IUFM, dont, je le rappelle, M. Bayrou avait dit en 1992, si nous sommes élus, nous les supprimerons. Il a été 4 ans au ministère et il n'a rien fait. Un mot, pardon, je vous interromps, mais les IUFM, tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Merci de me poser la question. Institut universitaire de formation des maîtres. C'est là où donc les maîtres apprennent à être enseignants. Et certains font du mauvais esprit et parlent non pas de formation, mais de formatage. Je vais quand même intervenir pour dire que ça ne remonte pas à la création des IUFM, c'est bien plus ancien que ça. Et on peut considérer que depuis une petite quarantaine d'années, nous subissons des dizaines de réformes, toutes plus inutiles ou dangereuses les unes que les autres. Et tout le système est complètement déstructuré à cause de toute cette manipulation par les réformes incessantes. Ce sont les réformes successives qui, pour vous, sont à l'origine du désastre. Oui, c'est une déstabilisation totale du corps enseignant. Et donc, on ne sait plus où donner de la tête. On fait une maths moderne, lecture globale, semi-globale, enfin... Si on fait le compte de toutes les réformes, de tout ce que l'on a dû supporter... Il y a 40 ans, c'était mai 68, enfin on s'en s'approche de... moi, je ne fais pas de rapport avec mai 68. Donc, comme vous disiez, 40 ans... Oui, mais c'est même avant encore. 68, c'est très très lent, et voilà quoi. Père Bonnet, vous vouliez intervenir. Il y a 30 ans, quand j'ai pris la direction de l'école de chimie de Lyon, je me suis aperçu que mes ingénieurs, qui avaient forcément fait un très bon lycée et un très bon supérieur, qui étaient dans le top, avaient des lacunes qui venaient du primaire et qui n'avaient pas été corrigées dans le collège. Et donc j'ai dit à l'époque que nous allions vers un véritable génocide intellectuel. Je l'ai dit devant 3500 personnes à la Bourse du Travail à Lyon. Ça a fait quelques bruits à l'époque, mais je maintiens, c'est exactement ce qui était en train de se passer. J'avais des élèves qui faisaient incapables de rédiger correctement quelque chose, de présenter correctement quelque chose. Je parle même pas de l'orthographe. Mais qu'est-ce qui a été cassé? Qu'est-ce qui n'a plus été transmis? Justement, il y a une sorte de virus, c'est-à-dire la grammaire, la syntaxe, les conjugaisons, le vocabulaire, l'orthographe et les bases du raisonnement logique. Le jour où on a remplacé la règle de 3 qui se parlait par un opérateur en croix, on a fait un péché contre l'esprit. Et il y a beaucoup de péchés contre l'esprit qui ont été faits en remplaçant des choses abstraites par des choses abstraites, quelque chose qui automatiquement obligeait l'enfant à réfléchir et à raisonner. Et il y a une philosophie derrière ça? Il y a un choix? Ah oui, il y a une philosophie, c'est clair. Il fallait couper les enfants. Il fallait couper les parents des enfants. C'est la commission Bouloche
qui a dit les parents socioculturellement élevés permettent à leurs enfants d'aller dans l'enseignement supérieur. On va changer toutes les méthodes pédagogiques et on empêchera les parents d'aider les enfants. Et c'est évidemment le contraire qui s'est passé. À la fois, les parents se sont mis aux nouvelles méthodes et ils ont payé, pour ceux qui avaient de l'argent, les répétiteurs à leurs enfants. Et donc on a accru et c'est pour ça que l'ascenseur social est en panne. Madame Candelier. Oui, j'ai un souvenir personnel. C'est quand je suis entrée en 6e et qu'il a été obligatoire d'enseigner les maths modernes. Je n'y ai rien compris. Et mon père, qui était ingénieur, a eu du mal aussi à s'y mettre. Donc, rupture totale entre les générations et crise énorme de la transmission du savoir. Monsieur Sibiod. Oui, alors, on parle de crise de l'enseignement. Il faut s'entendre sur les mots. Si l'enseignement doit répondre aux nouveaux objectifs qui lui ont été assignés, c'est-à-dire faire de bons citoyens, faire des enfants qui supportent les autres, découvrir les voisins, qu'ils soient noirs ou jaunes ou blancs, tout cela est parfait. C'est-à-dire qu'on a assigné... Vous voulez dire qu'aujourd'hui ça marche bien, ça, sur ces domaines-là? C'est ça, très bien. On a assigné à l'école toutes sortes de choses, sauf transmettre. Et à partir de ce changement d'objectif, eh bien, alors là, on peut parler de crise. Mais il faut parler des objectifs. À l'époque, on transmettait des valeurs et on transmettait un enseignement, des savoirs. Aujourd'hui, on ne le transmet plus, mais c'est une volonté délibérée. Alors, pour continuer le débat, toujours dans cet ouvrage collectif, il y a l'intervention d'un orthodoxe qui est Bertrand Vergely, et je résume d'un mot son propos. Il dit en fait, pour transmettre, il faut croire dans le savoir que nous avons à transmettre. Et c'est justement cette défaillance, cette pénurie de foi, y compris dans son savoir, qui fait que si on ne croit plus en une vérité, eh bien finalement, il n'est plus nécessaire et on devient incapable de transmettre tout simplement parce qu'on est dans un monde relatif et que pour le coup ça sape, semble-t-il, le moteur du professeur. Tout à fait. Est-ce que vous rejoignez ce diagnostic? Complètement. Et j'ajoute que si j'observe la situation, aujourd'hui, l'institution a perdu son statut. Le maître a perdu son statut. Le savoir lui-même a perdu son statut. Et je me réfère là à une déclaration de Claude Allègre qui disait que les savoirs évoluent de façon tellement rapide qu'il n'est plus la peine d'enseigner ce qui a été découvert, et ce qui est une monstruosité. Parce que ça veut dire qu'on insigne à l'enfant le devoir de tout redécouvrir, mais on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que, Éric Delabin, est-ce que l'enseignement catholique a été touché de la même manière par ces évolutions pédagogiques ? Par rapport à ce qui vient d'être dit, je voudrais d'abord souligner le fait que pour l'enseignement catholique, pour les éducateurs catholiques, il n'est pas possible de séparer l'acte d'enseignement et l'acte d'éducation. Et par conséquent, le fait d'enseigner des savoirs doit être le moyen d'élever l'âme, entre guillemets, ou l'esprit en tout cas, de celui qui est enseigné. Au fond, les savoirs n'ont pas d'autre objet que de permettre la découverte de l'intériorité de chaque être. Si on oublie cet aspect-là des choses, on oublie, à mon avis, le sens de l'apprentissage des savoirs. Apprendre pour apprendre, au fond, ça n'a pas grand sens. Je l'entends bien, mais ma question était plutôt, est-ce qu'on apprend mieux ou pareil ou moins bien à lire, écrire, calculer, compter dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement non catholique ou dans l'éducation nationale? Est-ce que les pédagogies sont les mêmes? Oui et non. Enfin, je pense que... je crois que ce qui est fondamental dans l'acte d'enseignement, c'est quand même la raison qui conduit à transmettre le savoir. C'est ce que je disais à l'instant. Tout autant que le contenu même du savoir que l'on transmet. Alors, est-ce que les pédagogies, bien évidemment, l'école catholique est un élément de l'ensemble que constitue l'éducation nationale, en tout cas pour les établissements qui sont sous contrat. Et par conséquent, et d'autre part, l'école catholique n'est pas à l'abri de la société. Et par conséquent, elle a évolué parallèlement
à l'ensemble des établissements d'enseignement, et en particulier les établissements publics. Les programmes sont les mêmes, ça veut dire que ces variations qu'évoquait Mme Candelier d'une année à l'autre avec des changements, des réformes, des nouvelles commissions, etc., l'enseignement catholique les a reçues de la même manière que l'ensemble des établissements d'enseignement. Oui. Alors, je partage le point de vue de Mme Candelier sur un point, qui est qu'on a déstabilisé le système en accumulant les réformes. Ce qui est en cause, c'est moins peut-être le contenu des réformes, encore qu'il faudrait y revenir, que le fait qu'on a accumulé, empilé les réformes, de telle sorte que le système a perdu sa boussole.